Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Snake Eyes G.I. Joe Origins. Enfin, j'ai envie de vous dire, le film on ne savait même pas s'il sortirait cette année puisqu'il avait été déplacé à une date indéfinie. Il a fini par atterrir en VOD. Je l'ai vu, honnêtement je vais vous le dire tout de suite avant le générique, comme j'ai beaucoup aimé. Si vous voulez avoir un avis nuancé, c'est ici que ça se passe. Si vous voulez un avis de rageux, vous allez voir sur Allociné où le film s'est fait pourrir, ou bien sur les réseaux sociaux où il y a les élitistes qui diront que ce film n'est pas du vrai cinéma. Moi, je me fous totalement des rageux, je suis là pour les gens qui ont envie de kiffer, et donc on se donne rendez-vous juste après le générique pour une critique qui va être majoritairement positive avec quand même quelques bémols. Sur ce, générique. Alors après ce petit coup de gueule en introduction, je vais vous parler donc du développement du film et de sa sortie en France. Le développement, ça a été très compliqué parce qu'aux États-Unis, il devait sortir l'année dernière, avec le Covid, bien évidemment, comme énormément de films, il a été repoussé à cette année. Il est sorti malheureusement un petit peu dans l'indifférence parce qu'il y a beaucoup de blockbusters qui sont sortis en même temps. C'est le problème de faire des reports et de ne pas les avoir sortis en SVOD, mais c'est un autre sujet. Et en France, chez nous, il devait sortir, mais avec le Covid et surtout avec le pass sanitaire, ça a été très compliqué puisqu'il y avait les affiches, c'était prévu, et au dernier moment, ils ont décidé de le déprogrammer. On espérait en tout cas, pour ceux qui ont un pass, c'est-à-dire pas moi, donc de toute façon pour moi ça aurait rien changé, mais on espérait qu'il sorte au cinéma ou bien qu'il ait une grosse sortie, peut-être sur une plateforme de SVOD, quelque chose d'envergure, mais malheureusement, ils l'ont sorti directement en VOD. Voilà, dans l'indifférence totale, donc je pense que le film ne va pas cartonner comme il l'aurait dû. Ceci dit, voilà, il est enfin sorti, j'ai eu l'occasion de le voir, et j'ai passé un très bon moment, qui n'est pas exempt de défauts, je vais y revenir dans quelques instants. Mais la première chose que je vais vous dire, c'est que moi j'ai aimé les deux premiers films G.I. Joe. G.I. Joe, le réveil du Cobra, que j'ai vu au cinéma en 2009, je m'étais régalé, et j'ai jamais compris pourquoi le film s'était fait pourrir, que ce soit Sienna Miller qui avait été nommée aux Razzie Awards, c'est-à-dire c'est l'inverse des Oscars, c'est les anti-Oscars. En gros, les Razzie Awards, c'est quand vous êtes considéré comme pire acteur, pire actrice, et Sienna Miller, qui est une excellente actrice, et que j'avais trouvé très convaincante, très charismatique dans le rôle, eh bien, elle avait été nommée aux Razzie Awards. Le film s'était fait descendre en raison de son aspect beaucoup trop effets spéciaux. C'est vrai que le film, c'était quasiment que du fond vert, il faut le dire, mais bon, moi, ça me gêne pas trop. À l'époque, on n'avait pas encore tous les Marvel. Je pense que si aujourd'hui le film sortait, on lui ferait le même reproche qu'au film Marvel. Donc, j'avais beaucoup aimé le film à l'époque. Il avait un très bon casting, Rachel Nichols, Joseph Gordon-Levitt et beaucoup d'autres. Ray Park qui faisait le rôle de Snake Eyes et Byung-Hun Lee qui faisait le rôle de Storm Shadow. Ensuite, il y a eu la suite, G.I. Joe Conspiration, où il y a eu certains partis pris scénaristiques sur certains personnages que j'ai été déçu. C'est vrai que G.I. Joe Conspiration, je l'ai moins aimé, mais il y avait quand même du très bon, notamment l'arrivée de Roadblock, le personnage joué par Dwayne Johnson, et le Major Joe Colton, donc le boss des G.I. Joe, joué par Bruce Willis, ainsi que quelques acteurs comme Ray Park et Byung-Hun Lee qui reprenaient les rôles de Snake Eyes et Storm Shadow. Et donc j'espérais que ce Snake Eyes, quand il avait été annoncé, ce serait une préquelle mais avec les mêmes acteurs. Ça n'a pas été le cas, c'est un reboot et donc on repart de zéro, ce qui me frustre toujours parce que quand j'ai bien aimé les films de départ, moi j'ai envie qu'il y ait une certaine cohérence quand même, ne serait-ce qu'au niveau des visages. Là on repart sur un reboot, faut espérer qu'on ait une suite, parce que, ok, on n'a pas de suite à G.I. Joe, le réveil du Cobra et Conspiration, on a une préquelle en forme de reboot, mais j'espère que pour celui-là, on aura une suite avec les mêmes acteurs et qu'on va pas non plus nous faire un troisième reboot dans les années à venir. Ce serait dommage. Ils avaient déjà fait ça pour les Spider-Man. Certes, le reboot avec Andrew Garfield, je l'avais adoré. Je l'avais même
préférés à ceux de Sam Raimi, mais le deuxième reboot, c'est-à-dire la troisième version des Spider-Man avec Tom Holland dans le MCU, j'ai détesté. Donc à un moment donné, les reboots, à la rigueur, un reboot, mais des reboots sans arrêt parce que le film précédent ne marche pas, à un moment donné, il faut prendre une décision. Que ça marche ou pas, parfois il faut lancer des suites, parce que les suites marchent. Ça arrive. Ça arrive qu'un film original ne marche pas et que la suite cartonne. Bon, j'ai pas d'exemple comme ça en tête, mais je sais que c'est déjà arrivé. Quoi qu'il en soit, donc, j'espère qu'il y aura une suite, et une suite est envisagée, notamment parce qu'il y a une scène post-générique qui annonce, mais tout simplement parce que les acteurs sont partants, le réalisateur aussi, les studios aussi. Maintenant, ça c'était avant de voir les chiffres au box-office. Il faut espérer que malgré ces sorties compliquées, Snake Eyes G.I. Joe Origins ait une suite où tout le monde rempile. Et donc, commençons avec le réalisateur. Il s'agit de Robert Schwentke. Robert Schwentke, à qui l'on doit l'excellent Flight Plan avec Jodie Foster, probablement un des meilleurs films du réalisateur, et un très très bon film avec Jodie Foster et il me semble Sean Bean. Ensuite, on lui doit Red, avec Bruce Willis, très bon film, hein, Bruce Willis, Morgan Freeman, Helen Mirren, ces espèces de retraités tueurs à gages, très barrés. On lui doit aussi R.I.P.D., la brigade donc du RIP, avec Jeff Bridges et Ryan Reynolds, qui avait été un flop monstrueux, mais qui n'était pas un mauvais film. Et plus récemment, on lui doit les deux autres Divergentes, donc Divergente 2 et 3, mais malheureusement le 3 s'étant planté, on n'aura probablement jamais de 4, ou probablement un reboot. Voilà, le réalisateur donc, il sait quand même diriger des acteurs, il a quand même réalisé des blockbusters qui ont marché pour certains, d'autres un peu moins, et il est à la réalisation de ce film, qui est produit par la société Skydance, David Ellison, le frère de Megan Ellison. Si vous connaissez un petit peu les noms des producteurs, ça devrait vous dire quelque chose. Megan Ellison, avec sa société Annapurna, dans les années 2000-2010, elle a été impliquée à des films exceptionnels comme Zero Dark Thirty ou d'autres. Et David Ellison, lui, avec sa société Skydance, il a produit des blockbusters dont certains ont marché et d'autres un peu moins. Notamment, il a produit Terminator Genesis, dont je sais que certains d'entre vous n'aimaient pas. Moi, j'aime beaucoup, mais j'ai pas aimé Terminator Dark Fate, qui a été produit lui aussi par Skydance. Donc bon, voilà, il y a eu des échecs, parfois critiques, parfois publics, parfois les deux. Quoi qu'il en soit, Skydance, ça reste une bonne société de production. Il faut espérer quand même qu'ils fassent une suite, parce que c'est vrai que eux aussi, via cette société de production, ils ont l'habitude d'abandonner dès que ça marche pas. Enfin, le casting, Henry Golding, qui reprend le rôle qui était tenu par Ray Park. Ray Park qui jouait donc Snake Eyes dans les deux premiers G.I. Joe. Ray Park que vous connaissez pour aussi avoir joué Dark Maul dans la prélogie, en tout cas dans Star Wars La Menace Fantôme. Et donc Henry Golding reprend le rôle, puisque bon, c'est le rôle principal du film. Vous l'avez vu dans Crazy Rich Asian, la comédie romantique où il n'y a que des Chinois, j'ai beaucoup aimé. On l'a vu aux côtés de ma chouchoute Emilia Clarke dans Last Christmas qui est sorti. C'était une des premières critiques que j'ai faites sur la chaîne. Vous pouvez le retrouver. Un film que j'ai adoré. Là aussi une comédie romantique qui était très touchant dans le film. Il avait un rôle plus profond. C'était pas une comédie romantique parmi d'autres. Voilà, il y avait quelque chose de plus. Et on a pu le voir là aussi l'année dernière dans The Gentleman de Guy Ritchie. Aux côtés d'Henry Golding, on retrouve Samara Weaving. Samara Weaving, j'en ai parlé très récemment sur la chaîne pour son rôle dans Nine Perfect Strangers, la série avec Nicole Kidman que j'ai adoré. Samara Weaving, la nièce de Hugo Weaving, qui a cartonné dans Wedding Nightmare, qui a eu une petite notoriété dans les deux The Babysitter 1 et 2 sur Netflix, et qui sera à l'affiche du prochain film de Damien Chazelle. Samara Weaving, qui est une étoile montante, qui ressemble à s'y méprendre à Margot Robbie et à Nicole Kidman lorsqu'elle était jeune, mais qui de toute façon a beaucoup de talent, il suffit de la voir dans les films ou les séries dans lesquelles elle a joué. Samara Weaving, elle, joue le rôle de Scarlett, une G.I. Joe, rôle qui était tenu par Rachel Nichols dans le premier film sorti en 2009. Pour le reste, on a Ursula Corbero, bon, je vais pas la présenter, la Casa des Papel, elle reprend le rôle de la baronne, donc du groupe Cobra, qui était joué par Sienna Miller dans le premier film. Et pour le reste,
on retrouve Andrew Koji dans le rôle de Tommy. Je vous en dis pas plus sur son rôle, parce que c'est du sans spoilers. Lui, on a pu le voir dans la série Warriors, ainsi que Iko Uwais que vous connaissez pour The Raid 1 et 2, ou plus récemment 22 Miles de Peter Berg. Donc c'est un expert des arts martiaux qui fait le rôle de Hardmaster, et Peter Mensah, que vous connaissez pour la série Spartacus, qui fait le rôle de Blind Master qui était joué par Riza dans G.I. Joe 2, donc G.I. Joe Conspiration. Voilà pour le casting. Maintenant, venons-en à la critique à proprement parler. J'ai dit que j'avais beaucoup aimé le film. Pourquoi ? Parce que c'est blindé d'action du début à la fin. Des combats au sabre, des fusillades, des combats à main nue, mais surtout des combats au sabre de ninja. C'est bourré d'action pendant les près de 2 heures que le film dure. Ça n'enchaîne pas, ça enchaîne, on n'a pas le temps de respirer, ça n'arrête pas, c'est le mot que je cherchais. On a une ambiance dans Tokyo, une ambiance japonaise dans les rues de Tokyo, ça fait penser au film récent sur Netflix que j'ai beaucoup aimé, Kate, avec Mary-Elizabeth Winstead. Donc il y a aussi cette ambiance-là, le Tokyo qu'on voit dans les films, qui n'est pas forcément la réalité, hein, c'est les stéréotypes qu'on a, c'est-à-dire un Tokyo vu à l'américaine, mais en même temps, c'est ça qu'on aime dans les films aussi, c'est quand ils arrivent à faire des choses qui est impossible en vrai, c'est-à-dire sauter de toit en toit à la manière de Tigre et Dragon, dans des petites rues étroites, là où nous, on se casserait les 2 genoux avant même d'atterrir sur le sol. Mais bon, on est dans un film et on cherche pas le réalisme. Ne cherchez pas le réalisme sur ce film. De toute façon, il n'y en a pas, mais c'est normal, c'est un blockbuster, et dans les blockbusters, il y a très peu souvent de réalisme. Donc, on a beaucoup d'action. On a cette petite ambiance japonaise avec des dojos, avec des pagodes, cette ambiance de clans qui luttent les uns contre les autres, les yakuza. Voilà, c'est très sympathique, vraiment. On a une origin story qui est plutôt bien développée. C'est pas développé non plus très en détail autour donc de Snake Eyes, dont on ne connaît toujours pas son vrai nom. Petit, il a vu son père se faire tuer devant lui, il a nourri un sentiment de vengeance, c'est ça le synopsis en fait. Il a nourri un sentiment de vengeance, il a voulu à tout prix retrouver l'homme qui avait tué son père, et ça, eh bien il est prêt à tout, quasiment à tout, à s'allier à des yakuza, à infiltrer un clan de ninjas, y compris à travailler en partie, en tout cas temporairement, avec l'organisation terroriste Cobra, pour qu'on lui livre l'homme qui a tué son père, et pour avoir l'occasion de se venger. Est-ce qu'il se vengera? Est-ce qu'il va vraiment travailler avec les méchants? Est-ce qu'il va rejoindre les gentils? Bon, je pense que vous vous en doutez. Ceci dit, c'est du sans spoilers, donc je ne vais pas vous révéler la fin du scénario, même si, encore une fois, comme c'est une préquelle, on se doute bien, quand on a vu les 2 premiers G.I. Joe, de ce qu'il advient de Snake Eyes, mais ça reste un film plutôt sympathique. Plutôt sympathique parce que si on s'était limité à une origin story sans parler de Cobra, ça aurait été fade, mais on y intègre Cobra et les G.I. Joe, et ce, je dirais, plutôt rapidement, au bout d'une demi-heure de film. Certes, c'est un peu long, la première demi-heure est un petit peu longue à démarrer, mais très vite, dès que j'ai entendu le nom de l'organisation Cobra et Scarlett des G.I. Joe, je me suis dit c'est bon, ça va pas être juste une histoire de vengeance, qui, il faut le dire, si ça avait été une histoire de vengeance, ça aurait été ennuyeux, et faire un film de 2 heures sur une histoire de vengeance, on n'a pas besoin, sinon on regarde Kill Bill. Là, on fait un lien avec les G.I. Joe et l'organisation Cobra, donc on renforce la mythologie, le lore, l'histoire de fond, et donc ça apporte un supplément d'intérêt au film. Outre les scènes d'action, on a l'interprétation. Henry Golding est très convaincant, Andrew Koji aussi, il a un rôle important, je ne peux pas vous en dire plus. Iko Uwais et Peter Mensah, donc Hardmaster et Blind Master, sont très charismatiques, surtout Peter Mensah. Samara Weaving, les quelques scènes où elle est, vous allez voir, je dis les quelques scènes, ça fait partie des points négatifs, le fait qu'on n'en ait pas beaucoup, mais les quelques scènes où elle est là, elle est charismatique direct, voilà, elle irradie les scènes où elle est là. Et par contre, Ursula Corbero, ça fait partie des points négatifs. Et donc, j'en viens aux points négatifs.
Ursula Corbero ne joue pas bien dans le film. Déjà, Ursula Corbero ne joue quasiment pas dans le film. On doit la voir peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Elle a quand même un rôle très important. Je pense qu'il faut être au niveau de Sienna Miller dans le premier film G.I. Joe. Sienna Miller, elle était excellente. Là, Ursula Corbero doit avoir 2-3 dialogues. Je la trouve pas bonne dans le rôle. Voilà, honnêtement, je la trouve pas bonne dans le rôle. Je pourrais pas parler d'elle dans La Casa de Papel, puisque j'ai pas encore regardé La Casa de Papel, mais je l'avais déjà vue dans d'autres rôles, dans certains films espagnols. Elle était plus convaincante. Là, honnêtement, si on n'avait pas mis le personnage, c'était pareil. Si ça avait été quelqu'un d'autre, une autre actrice, ça aurait été pareil aussi. Donc Ursula Corbero, ça fait partie des points négatifs. L'interprétation et le personnage n'est pas bien écrit et l'interprétation, elle est absolument pas au niveau des autres acteurs. Le deuxième point négatif, c'est qu'on ne voit pas assez Samara Weaving. Pourtant, Samara Weaving, quand on a une actrice de ce niveau-là, de cet acting, bon certes, c'est pas dans le film qu'on peut la voir jouer son rôle le plus profond de sa filmographie, mais quand on a une actrice qui est vraiment une étoile montante, qui pour moi, c'est une actrice qui dans les prochaines années va être oscarisée, parce que c'est vraiment une étoile montante, je pense qu'il aurait mieux fallu miser un petit peu plus sur cette actrice. Bon, ceci dit, s'il y a une suite, elle aura une importance beaucoup plus grande. Et enfin, le dernier point négatif, c'est la musique, malheureusement. On n'a pas un compositeur très connu, vous voyez, j'ai même pas retenu son nom, enfin je l'avais lu, mais je l'ai pas retenu. Et on n'a pas de thème qui se dégage du film. Et ça, c'est quand même une composante essentielle, parce que dans G.I. Joe Origins, certes, le film était une promotion géante pour les Black Eyed Peas, puisqu'on entendait un morceau de Black Eyed Peas à la fin du générique, mais il y avait un thème musical qui accompagnait tout le long du film. Je l'ai encore en tête, de temps à autre je l'écoute parce que j'aime bien, et là on n'a pas de thème musical qui se dégage du film. Voilà, honnêtement, si ils n'avaient pas mis de musique, c'était pareil. C'est dommage, aurait pu renforcer le côté épique, ça aurait pu nous permettre d'avoir des scènes en tête, même une fois le film fini. L'absence de musique entraînante fait que le film est un petit peu le blockbuster standard. Voilà, vous savez, les musiques, c'est vraiment très... La musique, la composition musicale, c'est vraiment une composante qui, pour moi, fait presque la moitié de l'importance d'un film. Voilà ce que j'ai pensé sur ce Snake Eyes G.I. Joe Origins. J'ai passé un très bon moment. J'espère qu'il va y avoir une suite, vraiment, ça m'embêterait qu'il y ait encore un nouveau reboot dans quelques années parce que celui-ci n'aurait pas eu le succès qu'il mérite. Ceci dit, je pense que le film ne va pas cartonner au box-office, mais sûrement à cause du Covid, comme beaucoup d'autres films qui n'ont pas marché et qui auraient dû marcher. Moi, je vous encourage à voir le film. Après, chacun voit midi à sa porte, mais quoi qu'il en soit, n'écoutez pas les critiques négatives, faites-vous votre propre avis. Parce que si vous allez sur Allociné, vous voyez, il y a une note de 1,5 sur 5 en critique spectateur et de 2 et quelques en critique presse, c'est incompréhensible. Ça, c'est des notes qu'on réserve à des films qui sortent avec Steven Seagal ou des films qui sortent avec Bruce Willis directement en DVD. C'est pas une note qu'on réserve à un film comme Snake Eyes où les acteurs sont impliqués, où c'est vraiment très bien cadré, les chorégraphies sont au millimètre. Donc, ne serait-ce que par respect pour tous ceux qui ont travaillé sur ce film, c'est un film qui a du cœur. Je pense que, voilà, il faut être honnête, le film n'est pas mauvais. Il n'est pas exceptionnel, il est éventuellement oubliable, mais il n'est pas mauvais. Voilà, c'est dommage. Mais bon, tout le monde n'est pas nuancé, c'est le problème d'Internet. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à me donner votre avis respectueusement dans les commentaires. Moi, je vous dis à très vite pour plein d'autres critiques de films, critiques de séries et beaucoup d'autres choses. Portez-vous bien et ciao tout le monde!